Le déjà-vu. Ce frisson étrange qui nous traverse quand, soudain, une scène banale semble avoir déjà été vécue. Une impression fugace, presque imperceptible, comme si notre mémoire et notre réalité se superposaient. La plupart du temps, on sourit, on secoue la tête et on se dit que ce n'est qu'un bug du cerveau, une simple illusion. Mais parfois, cette impression ne disparaît pas. Elle s'accroche, elle s'amplifie. Elle devient une faille qui ronge notre perception du réel. Comme si nous vivions à la frontière de deux mondes, celui que nous connaissons et un autre, parallèle, où chaque geste, chaque mot, chaque souffle a déjà eu lieu. Et quand ces sensations persistent, elles cessent d'être anodines pour se transformer en véritables cauchemars éveillés. Ce soir, je vais vous raconter 4 histoires terrifiantes. 4 témoignages où le déjà-vu n'a pas été une simple coïncidence, mais une fissure dans le tissu de la réalité. Et croyez-moi, après les avoir entendus, vous ne regarderez plus vos souvenirs de la même façon. Je n'ai pas l'habitude de raconter cette histoire. Chaque fois que je l'évoque, même à voix basse, je sens les regards sceptiques, les sourires gênés, comme si j'étais en train de délirer. Pourtant, ce qui m'est arrivé en 2017 a bouleversé ma vision du monde et m'a fait douter non seulement de ma santé mentale, mais aussi de la nature même de la réalité. À l'époque, je vivais dans un petit immeuble miteux, en plein centre du New Jersey. 3 étages de briques ternes, jamais rénové depuis les années 80. Dans les couloirs, les néons bourdonnaient faiblement, projetant une lumière sale qui vacillait sans cesse. Les portes étaient écaillées, les serrures dépareillées, et une odeur de renfermé s'accrochait au mur comme une seconde peau. Je partageais ce lieu avec mon colocataire, Nick. Il travaillait comme agent de sécurité dans un entrepôt à la périphérie de la ville. Comme il faisait des rondes de nuit, je me retrouvais presque toujours seul dans l'appartement. C'était une routine tranquille, jusqu'à ce jeudi soir de février. Je me souviens être rentré un peu plus tard que d'habitude. J'ai gravi les marches fatiguées de l'escalier quand une odeur m'a frappé en plein visage. Une odeur que je n'avais pas sentie depuis des années. Un mélange de caoutchouc brûlé et de produits nettoyants aux agrumes. Instantanément, une sensation étrange a traversé mon corps. Une mémoire qui ne m'appartenait pas. Comme si j'étais en train de revivre le souvenir d'un autre. Et c'est là que le déjà-vu m'a frappé, brutalement, comme une masse invisible qui s'abattait sur moi. Ce n'était pas un petit frisson passager, non, c'était une certitude absolue, glaciale, implacable. J'avais déjà vécu cette scène dans ses moindres détails. Je me suis arrêté net, à quelques pas de ma porte, et je savais ce qui allait arriver. La lumière au-dessus de moi allait vaciller 2 fois, une voisine allait crier quelque chose, une phrase indistincte avant d'éclater de rire, puis, tout au bout du couloir, un bruit sourd résonnerait, comme si quelque chose de lourd tombait sur le sol métallique. Et c'est exactement ce qui s'est produit, dans le même ordre, avec la même intensité. À cet instant, je n'étais pas effrayé, pas encore, juste perdu. Était-ce un rêve que j'avais oublié, une coïncidence trop parfaite ? Je n'avais pas encore conscience que ma vie venait de basculer. Le lendemain soir, ça a recommencé. J'étais affalé sur le canapé, un plat chinois réchauffé sur les genoux, quand cette même sensation m'a envahi. Et soudain, je savais les répliques du film que je regardais, le bruit qui allait surgir de la rue, et même le moment exact où mon téléphone allait vibrer sur la table de nuit. Tout s'est déroulé comme prévu, mot pour mot, geste pour geste, bruit pour bruit. Pendant 5 jours, ça n'a cessé de s'intensifier. Des dizaines de petites scènes, toutes prévisibles, toutes précises. Je me suis mis à les noter pour me prouver que je n'étais pas fou. Et à chaque fois, j'avais raison. Je savais à l'avance quand Nick allait m'envoyer un message. Je savais quand le chien du voisin allait aboyer. Je savais même le moment exact où une goutte d'eau allait tomber du robinet de la cuisine. Mais ce n'étaient pas des souvenirs. Non, c'étaient des rappels de choses que je n'avais pas encore vécues. Puis, les rêves ont commencé. Dans ces rêves, j'étais allongé sur mon lit. La porte s'ouvrait doucement. Nick apparaissait, blême, couvert de sueur.
Sa voix déformée comme un enregistrement abîmé murmurait « Il y a quelqu'un dans l'immeuble ». Chaque nuit, le rêve revenait, identique, implacable, jusqu'à la dernière nuit. Car cette fois, ce n'était pas un rêve. Il était exactement 3h12 quand ma porte s'est ouverte. Nick se tenait là, tremblant, le visage livide. Et il a prononcé ces mots, les mêmes que nos mes cauchemars. « Il y a quelqu'un dans l'immeuble ». Je me suis levé, un bâton de baseball à la main. Je l'ai suivi dans le couloir. Il a désigné l'escalier, mais quand nous y sommes arrivés, il n'y avait personne. Pourtant, quelque chose clochait. Les ombres semblaient glisser sur les murs sans suivre nos mouvements, comme si elles appartenaient à un autre monde. Nous avons appelé la police. Ils n'ont rien trouvé. Et quand j'ai raconté mes rêves à Nick, il m'a regardé fixement avant de murmurer « Moi aussi, je les ai faits ». À cet instant, j'ai su que ce n'était pas un simple dérèglement de mon berceau. Quelque chose d'autre se jouait dans ce couloir. Depuis cette nuit, les épisodes de déjà-vu se sont arrêtés. Mais parfois, un détail me frappe, une odeur, un bruit, une sensation fugace. Et je me demande si tout cela va recommencer. Parce que je sais une chose, si un jour, ma porte s'ouvre à nouveau à 3h12 et que j'entends cette voix me dire « Il y a quelqu'un dans l'immeuble », je ne suis pas sûr d'avoir la force de suivre. J'ai commencé à envisager que nos souvenirs ne sont pas des traces du passé, mais des fenêtres ouvertes sur d'autres lignes de temps, superposées les unes aux autres comme des couches de papier peint, et que parfois, certaines se déchirent, laissant filtrer un fragment d'une autre vie. J'ai quitté cet appartement 6 mois après, mais chaque fois que je repasse devant l'immeuble, je ressens une attraction irrationnelle, comme si une partie de moi voulait encore franchir ce couloir. Et au fond, j'ai l'impression qu'une décision m'attend au bout de ce couloir. Une décision que je n'ai pas encore prise dans cette version de ma vie. Je m'appelle Ryan et ce que je vais raconter s'est passé il y a environ 3 ans. J'avais 17 ans à l'époque et mon frère Chris en avait 19. Nous vivions dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, un endroit banal entouré par d'immenses forêts. Ici, rien d'extraordinaire ne se produisait jamais. Les journées se ressemblaient toutes et les jeunes de notre âge s'ennuyaient à mourir. Près de notre maison commençait un sentier qui serpentait à travers les bois, un chemin qui s'étendait sur des kilomètres et qui, selon certaines rumeurs, menait à des bâtiments oubliés, des ruines et même à une vieille demeure délabrée cachée quelque part au cœur des arbres. Nous en avions entendu parler des dizaines de fois. Mais jusqu'à ce fameux mois d'octobre, nous n'avions jamais eu le courage ni l'envie d'aller vérifier. Ce week-end-là, pourtant, tout avait changé. Chris, qui avait toujours l'esprit d'aventure, avait lancé l'idée. On devrait enfin aller voir cette maison, tu sais, celle dont parlent les gars du lycée. Il faisait frais ce jour-là. Le ciel était couvert, les nuages s'étiraient paresseusement et les arbres flamboyaient de couleur d'automne. Les feuilles mortes tapissaient le sol et craquaient sous nos pas, donnant à cette balade une atmosphère presque cinématographique. Nous avions pris de l'eau, 2 lampes torches, et avions dit à notre mère que nous partions en randonnée. Elle nous avait simplement demandé de rentrer avant la tombée du nuit. Il était environ 15 heures quand nous avons pénétré dans le sentier. La lumière du soleil filtrait à travers les branches nues, projetant des ombres mouvantes sur le sol. Les 10 premières minutes furent banales, presque agréables. Mais bientôt, une sensation étrange m'a envahi. C'était subtil d'abord, un malaise diffus, comme si quelque chose clochait. Et puis, cette impression s'est faite plus claire, plus précise. Je n'étais pas encore venu et j'avais déjà marché ici. Non, pas seulement une impression de familiarité, non, une certitude glaçante. Je connaissais ce chemin. Je me souvenais des conversations avec mon frère, des bruits du vent, des craquements du bois sous nos pas. Et lorsque nous avons croisé un vieux poteau de clôture cassé au bord du sentier, j'ai senti mon estomac se nouer, car je l'avais déjà vu ce poteau, dans ma mémoire, dans un souvenir qui n'existait pas. Je n'ai rien dit à Chris dans le moment. J'ai simplement continué à marcher, la gorge sèche. Pourtant, chaque pas confirmait mon malaise. Quelques minutes plus tard, je me suis souvenu d'un détail encore plus précis. Un arbre gigantesque avec un trou béant dans le tronc à droite du sentier. Et comme prévu, 5 minutes plus tard, nous sommes passés devant cet arbre. Je me suis tu. Mais dans mon esprit, les images se superposaient déjà. Je voyais une maison, une grande maison à 2 étages,
recouverte d'une peinture verte délavée qui s'écaillait par plaques. Je voyais des marches ficelées, un carreau brisé à l'étage supérieur et des lianes mortes qui grimpaient le long des murs. Je n'avais pourtant jamais vu cette maison en vrai, mais je la connaissais. Quand nous l'avons enfin aperçue au bout du chemin, une vague glaciale m'a traversé le corps. Elle était là, exactement comme dans ma tête. Chaque détail correspondait. La peinture écaillée, les marches brisées, la fenêtre cassée, tout. Chris, lui, semblait excité. Il a continué d'avancer, les yeux brillants, tandis que moi je restais figé quelques instants pétrifié. Une part de moi voulait hurler, tourner les talons, courir sans me retourner, mais une autre part, plus obscure, me forçait à avancer. Je me suis approché à mon tour. « Chris, est-ce que cette maison te dit quelque chose ?» J'ai demandé la voix tremblante. Il m'a lancé un regard perplexe. « Non ? Pourquoi ? J'ai l'impression... Non, je sais que je suis déjà venu ici. » Il a haussé les épaules et a continué. Pour lui, je délirais. La porte d'entrée était entr'ouverte, grissant légèrement sous l'effet du vent. Chris l'a poussé d'un coup d'épaule et un long grissement résonna dans le silence. L'air était épais, chargé de poussière, moisi. Une odeur de bois pourri et de métal rouillé nous enveloppa immédiatement. L'endroit semblait figé dans le temps. Des meubles cassés gisaient sur le sol, le papier peint s'est décollé par lambeaux, et chaque pas faisait gémir les planches sous nos pieds. À gauche, un escalier montait à l'étage. Devant nous, un long couloir s'enfonçait dans l'obscurité. Je sentais un poids dans ma poitrine, comme si l'air même refusait de circuler. Pourtant, Chris continuait d'explorer, fouillant la cuisine aux carreaux brisés, s'approchant de la cheminée ébréchée. Et c'est là que ça m'est échappé. Je me souviens de cet endroit. Chris s'est tourné brusquement, les yeux écarqués. « Quoi ?» La cuisine, le couloir, même la cheminée. Et surtout, je me souviens qu'il y a une femme à l'étage. Les mots s'étaient sortis seuls, sans que je les contrôle, comme s'ils m'étaient dictés. Chris m'a d'abord accusé de vouloir jouer à me faire peur, d'ajouter du suspense pour l'effrayer. Mais je jurais que non. Je lui dis que je ressentais vraiment ce souvenir, comme s'il m'appartenait. Et plus je parlais, plus je voyais l'inquiétude grandir dans son regard. Puis, un bruit sec, un craquement à l'étage, comme un pas sur une planche usée. Nous nous sommes figés. Le silence est retombé aussitôt. Mais nous savions ce que nous avions entendu. Quelqu'un, ou quelque chose, se trouvait au-dessus de nous. Chris a blâmi, mais il a voulu vérifier. Il a proposé un pierre-feuille-ciseau pour décider qui monterait. J'ai perdu, mais j'ai refusé catégoriquement de gravir ces marches. Finalement, c'est lui qui a pris l'initiative. Chaque marche grisenait sous son poids. Je l'ai suivi d'à distance, le souffle court, jusqu'au palier. Le couloir s'étendait devant nous, sombre, glacé, avec des portes entr'ouvertes de chaque côté. Chris s'est dirigé vers la dernière porte sur la droite. Elle était à mi-ouverte, il a poussé d'un coup d'épaule et un long grissement résonna dans le silence. Il s'est figé. Son visage est devenu livide, ses yeux se sont écarqués, ses lèvres ont tremblé, puis sans prévenir, il a crié, m'a bousculé et a hurlé « Cours !» Nous avons dévalé les escaliers en catastrophe, manquant de tomber, et nous nous sommes précipités dehors. Nos jambes martelaient la terre, les branches fouettaient nos visages, mais nous n'avons pas cessé de courir avant d'être hors de la forêt. Le souffle court, les poumons en feu, je l'ai attrapé par le bras. « Qu'est-ce que tu as vu, Chris ?» Il a mis quelques secondes à retrouver son souffle. Puis il a murmuré, d'une voix rauque, « Il y avait une femme. Elle était là, devant la fenêtre. Elle ne bougeait pas. Elle regardait dehors comme une statue. » Je me souviens avoir senti un froid glacial remonter ma nuque. « Tu es sûr ? Tu ne me fais pas une blague ? » « Je te jure que non. Elle avait les cheveux blonds, tirant vers le gris, jusqu'aux épaules. Elle me fixait, Ryan. Comment pouvais-tu savoir qu'il y aurait une femme ? Je n'ai su quoi répondre. Comment lui expliquer que je m'en souvenais alors que je n'étais jamais venu ici ? Depuis ce jour, Chris n'a jamais changé sa version. Pas une seule fois. Il n'a jamais avoué à une quelconque blague, n'a jamais souri en coin en disant « Je t'ai eu ». Non, à chaque fois que nous reparlons de cette nuit, son regard se voile de la même terreur. Et moi, je continue de me demander « Qu'avons-nous vu ce soir-là ? Un fantôme ? Une projection ? Ou bien une mémoire d'un autre temps, d'une autre vie ?» Quoi que c'était, ce souvenir n'était pas le mien. Et pourtant, il vit en moi, gravé. C'était en 2020, pendant cette drôle de période où les magasins ouvraient et fermaient au gré des vagues de confinement.
Des jours incertains, où rien ne paraissait vraiment stable, où l'on vivait suspendu entre deux réalités, celle d'avant et celle du monde malade qui s'installait. Je me souviens très bien de cette nuit-là. Il était près d'1h30 du matin et je rentrais de chez ma petite amie. La neige venait de tomber. Pas une tempête, juste assez pour recouvrir la route d'un voile blanc et la rendre traîtresse. J'habitais alors dans une petite ville non loin de Scranton, en Pennsylvanie, et il y avait là-bas une intersection tristement célèbre. 4 panneaux stop, mais aucun feu de circulation. Les habitants la connaissaient tous. En hiver, surtout les nuits enneigées, elle devenait un piège mortel, parce qu'il suffisait qu'un seul conducteur oublie de freiner ou glisse pour que tout bascule. Quand je me suis approché de ce carrefour, un poids étrangement envahi. Pas vraiment de peur, plutôt une impression de décalage. Comme si j'entrais dans une scène que j'avais déjà vécue, mot pour mot. Mon cœur s'est serré, ma respiration est devenue lourde. Et sans réfléchir, j'ai ralenti. Quelques secondes plus tard, une ombre surgit sur ma gauche. Un pick-up noir, lancé à toute vitesse, qui a brûlé le stop sans même ralentir. Si je n'avais pas freiné, il m'aurait percuté de plein fouet. Et je le savais, j'aurais été pulvérisé sur le coup. Je me suis rangé sur le côté, tremblant, les mains crispées sur le volant. J'ai suivi du regard les feux arrière du pick-up s'éloignant dans la nuit. J'étais vivant, mais une peur plus grande encore m'a paralysé. Car au fond de moi, je n'avais pas seulement anticipé ce danger, je l'avais déjà vécu. Je me souvenais du bruit du métal broyé, des éclats de verre, de l'airbag me claquant au visage. Je me souvenais de la douleur, de ma tête projetée en arrière, de mon souffle coupé. Mais rien de tout cela n'était arrivé. Pas cette nuit-là, pas dans cette réalité. Sur le moment, j'ai tenté de me rassurer. Je me suis dit que c'était le stress, le confinement, l'isolement, la peur ambiante. Tout pouvait fausser l'esprit. Mais ce n'était que le début. Quelques nuits plus tard, ça recommença. J'étais arrêté à un feu rouge et je me suis surpris à fredonner la chanson qui allait passer à la radio quelques secondes avant qu'elle ne commence. Puis, j'ai su qu'une femme allait traverser la rue avec son chien avant même qu'elle apparaisse à l'horizon. Je ne vivais plus le présent, je le rejouais, comme si j'étais enfermé dans une boucle. Et bientôt, les rêves sont arrivés. Chaque nuit, le même scénario, le même carrefour, le même pick-up noir. Mais dans mes songes, je ne freinais pas. L'impact me projetait contre la portière, le sang coulait de ma tempe. Et parfois, j'avais même l'impression de sortir de ma voiture pour contempler mon propre corps inerte, affaissé sur le siège. La 5e nuit, je me suis réveillé en sueur, le cœur battant à rompre ma poitrine. Cette fois, j'ai pris une décision. Je ne passerai plus jamais par cette route. J'ai choisi un détour par l'autoroute, rallongeant mon trajet de 10 minutes. Ce soir-là, je suis rentré chez moi sain et sauf. Mais le lendemain, un ami m'a écrit un message. « Tu as entendu pour l'accident ?» Mon sang s'est glacé. À la même intersection, à la même heure où je passais d'habitude, la victime conduisait exactement le même modèle de voiture que moi. Mais ce n'était pas moi. Depuis ce jour, je me demande, avais-je entrevu ma propre mort dans une autre ligne du temps? Est-ce qu'une partie de moi a été effacée à cet instant, projetée dans une autre version de la réalité, tandis qu'un autre moi mourait réellement cette nuit-là? Je n'ai su plus jamais ressentir un déjà-vu aussi violent. Mais chaque fois que je conduis de nuit, chaque fois que je croise une route trop familière, une sueur froide me parcourt. Parce que je crois que le déjà-vu n'est pas qu'un bug du cerveau. C'est un avertissement, un message venu d'un autre futur. Et peut-être que chaque fois que nous survivons à un accident, chaque fois que nous avons de la chance, ce n'est pas de la chance, c'est simplement que nous l'avions déjà vécu, que nous en étions déjà morts, et qu'une version de nous essaie désespérément de nous sauver, encore et encore. Si ces histoires vous glacent autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à Nuit d'horreur. Ici, nous explorons ces fissures de la réalité, là où la logique se brise et où le cauchemar commence.
Avant de travailler dans l'informatique, j'ai passé 2 années à faire des gardes de nuit dans un établissement de soins de longue durée, au nord de l'État de New York. Ce n'était pas un hôpital moderne ni un centre flambant neuf. Non, c'était un vieux bâtiment, aux couloirs ternes, aux murs défraîchis, où l'odeur de désinfectant se mélangeait à celle du linge humide et des repas réchauffés. Les patients étaient âgés, parfois atteints d'Alzheimer, parfois de démence avancée, mais la plupart restaient lucides, même si leur corps les trahissait. Parmi eux, il y avait une femme que je n'ai jamais oubliée, Miss Adelaide. Elle avait 87 ans, petite, frêle, toujours coiffée avec soin malgré son grand âge. Elle n'était pas bavarde, mais chaque fois qu'elle parlait, sa voix douce semblait cacher une sagesse mélancolique. Sur sa table de chevet, elle gardait toujours une photo jaunie d'un petit garçon. Elle disait que c'était son petit-fils. Mais en 2 ans, je n'ai jamais vu personne venir lui rendre visite. La routine de mes gardes était monotone. À minuit, je faisais ma ronde, puis toutes les heures, je passais vérifier chaque chambre. La plupart des nuits étaient calmes, silencieuses, presque soporifiques. Mais parfois, je surprenais Miss Adelaide éveillée, fixant le plafond, fredonnant une mélodie étrange et lente qui me glaçait le sang sans que je sache pourquoi. Et puis, un soir, à 2h15 du matin, je suis entré dans sa chambre. Elle était assise sur son lit, les yeux grands ouverts, parfaitement immobile. « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose, Miss Adelaide ?» ai-je demandé. Elle a tourné la tête vers moi, sans cligner des yeux. Et sa voix, d'un calme inquiétant, a murmuré « Vous me demandez ça tous les soirs, mais ce soir, c'est différent. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Sur le moment, j'ai essayé de rire nerveusement. J'ai proposé de l'eau, mais elle a refusé. Puis, elle a ajouté, comme une prophétie, « Souvenez-vous de ce moment. » Je n'ai su quoi répondre. Le lendemain, j'ai raconté l'incident à mon superviseur, qui m'a simplement dit que c'était sûrement de la confusion, une forme de délire nocturne. Mais la nuit suivante, à la même heure, elle m'a répété exactement les mêmes mots, mot pour mot. Le 3e soir, pourtant, elle n'était plus là. Elle était décédée dans son sommeil, à 1h50. Quand je suis entré dans sa chambre pour ma ronde habituelle, son lit était déjà vide, parfaitement refait. Ses affaires avaient été mises en carton, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais je ne pouvais pas oublier ces paroles. « Souvenez-vous de ce moment. » Plus tard, j'ai fait quelques recherches dans les archives du centre et j'ai découvert que d'autres infirmiers de nuit avaient rapporté les mêmes phénomènes, des années auparavant, toujours autour de 2h du matin, toujours les mêmes phrases répétées, les mêmes prédictions exactes. En 2013, par exemple, un rapport mentionnait qu'elle avait dit à une nouvelle infirmière « Je me souviens de cette version, vous prenez toujours votre pause à 3h07. » Et en consultant sa montre, la jeune femme avait constaté qu'il était précisément 3h07. J'ai compris alors que Miss Adelaide ne délirait pas. Elle était prisonnière, piégée dans une sorte de boucle, obligée de revivre encore et encore les mêmes nuits jusqu'à ce que son existence s'éteigne définitivement. Même aujourd'hui, des années après, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, car parfois, au bureau, devant mon ordinateur, il m'arrive d'avoir une vague de déjà-vu. Et alors je m'arrête, je tends l'oreille et j'attends, comme si une voix allait surgir du passé ou d'une autre version de moi-même pour me prévenir de quelque chose. Et dans ces moments-là, je me demande si c'est un simple bug du cerveau ou bien si c'est Miss Adelaide
qui me murmure, depuis son éternel cycle nocturne, que nous avons déjà vécu tout ça et que ça ne s'est pas bien terminé. Le plus troublant, c'est que j'ai rencontré des anciens employés de ce centre des années après. Sans que je leur parle de mon expérience, plusieurs m'ont confié qu'ils faisaient des rêves étranges lorsqu'ils y travaillaient. L'une d'elles m'a même avoué qu'une patiente, elle ne se souvenait plus du nom, lui avait prédit qu'elle serait renvoyée bientôt. Une semaine après, par une réduction de personnel, elle a effectivement perdu son emploi. Je pense encore souvent à Miss Adélaïde. Et certaines nuits, alors que je sombre dans le sommeil, j'entends cette même mélodie, ce fredonnement lancinant, comme si elle venait me rappeler qu'elle est toujours là et qu'elle n'est pas seule. Quatre histoires, 4 témoignages différents. Un immeuble glauque du New Jersey, une maison abandonnée dans les bois, une route enneigée en Pennsylvanie, un centre de soins oublié. Et pourtant, un même fil rouge. Ce sentiment terrifiant que nos vies ne se déroulent pas en ligne droite, mais en cercle. Le déjà-vu. Une simple impression pour certains, une fissure dans la réalité pour d'autres. Et si ce n'était ni une coïncidence ni un bug du cerveau, mais un avertissement, une mémoire empruntée à une autre version de nous-mêmes. Peut-être que, dans un autre monde, nous avons déjà franchi cette porte. Peut-être que, dans une autre vie, nous avons déjà vu ce visage au sommet des escaliers. Peut-être que nous sommes morts sur cette route ou que nous avons répété la même nuit encore et encore. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez ce frisson familier, demandez-vous « Et si ce n'était pas juste un souvenir ?» Si vous aimez ces récits qui brouillent la frontière entre la réalité et l'inexplicable, abonnez-vous dès maintenant à Nuit d'horreur. Ici, nous donnons voix aux cauchemars et aux vérités que personne n'ose affronter.